À la banque, ma fille m'a tendu un stylo. Signe simplement, maman, a-t-elle dit. Son compagnon, debout à mes côtés, m'a serré l'épaule douloureusement. J'ai remis un morceau de papier à la caissière. Il y était écrit « Ed, ce n'est pas ma décision ». Il souriait à la caméra de sécurité quand soudain le directeur a verrouillé la porte. Ce qu'il a fait m'a laissé pâle. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la façon dont une grand-mère apparemment inoffensive comme moi a fini par passer des billets de détresse à des caissiers de banque. Croyez-moi, il y a 3 mois, j'étais juste Elena Ferreira. 67 ans, veuve depuis peu, menant une vie paisible dans ma petite maison à Curitiba, Paraná. J'avais mon jardin, mon club de lecture et ce que je pensais être une famille aimante. Comme j'étais naïve, tout a commencé de manière tout à fait innocente. Ma fille Patricia m'a appelée un mardi matin, la voix pleine de fausse inquiétude. « Maman, nous sommes inquiets que tu vives seule. Et s'il t'arrivait quelque chose ?» En arrière-plan, j'ai pu entendre son mari, Ricardo, s'éclaircir la gorge, probablement en la coachant pour son texte. « Je vais bien, chérie », ai-je répondu en arrosant mes pétunias. « Madame Souza, ma voisine, vient me voir tous les jours et j'ai mon alarme d'urgence. Ce n'est plus suffisant, maman. Tu vieillis et nous pensons qu'il est temps de faire quelques changements. » Changement? Quel mot doux pour ce qu'il prévoyait vraiment. Les semaines suivantes, Patricia et Ricardo ont augmenté leur visite. Ils arrivaient avec des dîners et des expressions d'inquiétude, posant des questions intrusives sur mes finances, mes médicaments et ma routine quotidienne. Ricardo parcourait ma maison, prenant des notes sur son téléphone sur ce qu'il appelait des risques de sécurité, comme le tapis dans mon couloir ou le petit tabouret que j'utilisais pour atteindre les étagères hautes. « Nous ne voulons que le meilleur pour toi », disait Patricia, en me caressant la main avec le même ton condescendant qu'elle utilisait quand ses enfants étaient petits. Le signal d'alarme a commencé à sonner lorsque Ricardo a suggéré que je simplifie mes comptes bancaires. « Tellement de comptes différents, maman », disait-il en secouant la tête devant mes relevés mensuels. « C'est tellement compliqué, et si tu faisais une erreur ?» Je gérais mes propres finances depuis 47 ans, y compris la comptabilité de l'entreprise de construction de mon défunt mari. Mais apparemment, toute cette expérience s'est évaporée au moment où j'ai eu 65 ans à leurs yeux. Puis est venu le jour où ils ont apporté les documents. C'étaient des papiers à l'apparence officielle, remplis de jargon juridique et de post-it indiquant où je devais signer. « Ce n'est qu'une précaution », a expliqué Patricia. « Une procuration pour que nous puissions t'aider si tu as besoin de nous. » J'ai mis les papiers de côté. « Je vais d'abord demander à mon avocat de les examiner. » La température dans la pièce a soudainement chuté. La mâchoire de Ricardo s'est contractée. Et les yeux de Patricia se sont plissés avec quelque chose qui n'était certainement pas de l'inquiétude filiale. « Maman, tu ne nous fais pas confiance ?» a-t-elle demandé, la voix blessée. Bien sûr que je leur faisais confiance. C'était ma fille et mon gendre. Ils étaient mariés depuis 15 ans et m'avaient donné 3 adorables petits-enfants. Ricardo avait un bon emploi dans une compagnie d'assurance et Patricia enseignait en 2e année. C'étaient des adultes respectables et responsables. Ce fut ma première erreur. La campagne de pression a véritablement commencé après que j'ai refusé de signer les papiers. Soudain, Patricia appelait 2 fois par jour. Chaque conversation était assaisonnée de rappels subtils de mon prétendu déclin. « Maman, tu as oublié le match de basket de Pedro le week-end dernier ?» a-t-elle dit. Je n'avais pas oublié. C'est eux qui ne me l'avaient jamais dit. « Madame Souza a dit que tu avais l'air confuse au supermarché. » Madame Souza ne m'avait jamais adressé la parole de sa vie. Ricardo a adopté une approche différente. Il apportait des articles d'Internet sur la fraude financière contre les personnes âgées, les accidents domestiques et le déclin cognitif. « Je ne dis pas que ça va t'arriver, Elena, » disait-il, en utilisant mon prénom comme un père déçu. Mais les statistiques ne mentent pas. L'homme travaillait dans les assurances. Il pouvait faire dire aux statistiques ce qu'il voulait. Mais ce qui m'a vraiment secoué, c'est l'incident avec mes médicaments. Je prenais les mêmes pilules pour la tension depuis 3 ans, la même dose, la même routine. Un matin, j'ai trouvé mon pilulier complètement en désordre. Les pilules du mardi dans le compartiment du vendredi, mes médicaments pour la tension à la place de mes vitamines. « Oh maman !» a soupiré Patricia quand je l'ai appelée, confuse et bouleversée. C'est exactement ce qui nous inquiète. Et si tu avais pris le mauvais médicament? Et si tu avais fait une overdose? J'ai regardé mon pilulier, certaine de ne pas avoir fait cette erreur, mais le doute a commencé à s'installer. J'étais devenue plus étourdie ces derniers temps? Étais-je en train de perdre le contrôle de tâches simples que j'avais accomplies sans effort pendant des décennies? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai parcouru la maison, vérifiant les serrures, cherchant des signes de mon prétendu déclin. Tout semblait normal, rangé,
propre, mon chéquier était en ordre, mes factures étaient à jour. Mon esprit était aussi vif que jamais, mais la voix de Patricia résonnait dans ma tête. Et si tu avais fait une overdose? Le lendemain matin, Ricardo est arrivé sans prévenir. J'étais dans le quartier, a-t-il dit, bien que mon quartier soit à 20 minutes de son bureau. Patricia m'a demandé de venir voir comment tu allais après la frayeur d'hier. Il a marché dans ma cuisine, ouvrant les placards, vérifiant mon réfrigérateur à la recherche de nourriture périmée, comme si j'étais une enfant à qui on ne pouvait pas faire confiance avec des produits laitiers. Tout semble en ordre, a-t-il annoncé, comme si son approbation était importante. Mais je l'ai surpris en train de photographier mes flacons de médicaments avec son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je prends juste des notes. » a-t-il répondu doucement. Patricia s'inquiète, tu sais. Elle m'a demandé de documenter tes ordonnances pour que nous puissions t'aider à t'organiser. Documenter, suivre, organiser. Leur vocabulaire est devenu très révélateur quand j'ai commencé à faire attention. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat, Carlos Mendes, que je connaissais depuis 15 ans. Carlos, j'ai besoin que tu examines des documents que Patricia et Ricardo veulent que je signe. Bien sûr, Helena. Quel genre de document? Une procuration. Et Carlos, je pense que j'ai peut-être besoin de plus qu'un simple examen juridique. Je pense que j'ai besoin de protection. Le silence à l'autre bout de la ligne en disait long. Tu peux venir demain matin? Et Helena, ne signe rien tant que nous n'avons pas parlé. Lorsque j'ai raccroché, j'ai vu mon reflet dans le miroir du couloir. La femme qui me fixait avait des cheveux gris, des rides d'expression et des yeux clairs et intelligents. Ce n'était pas une femme en déclin, c'était une femme qui se réveillait enfin à la vérité sur sa famille. Le bureau de Carlos ressemblait à un havre de paix après des semaines passées à naviguer dans les inquiétudes de plus en plus agressives de Patricia et Ricardo. Mon avocat, un homme robuste, aux yeux bienveillants et avec 30 ans d'expérience, a étalé les documents de la procuration sur son bureau en bois. « Helena, a-t-il dit après avoir lu pendant 10 minutes, la voix soigneusement contrôlée, ce ne sont pas des procurations de protection standard. Ces documents donneraient à Patricia et Ricardo un contrôle total sur tes finances, tes décisions médicales et tes biens. Ils pourraient te vendre ta maison, transférer tes investissements et même te faire interner dans un établissement de soins sans ton consentement. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique, mais ils ont dit que ce n'était qu'une précaution. C'est de l'abus prédateur contre les personnes âgées, Helena. Et c'est plus courant que les gens ne le pensent. Carlos s'est penché en avant, l'expression sérieuse. Le fait qu'il te pousse à signer sans un examen juridique est un grand signal d'alarme. J'ai pensé à Ricardo photographiant mes médicaments, aux préoccupations opportunes de Patricia sur mon état mental, aux piluliers mystérieusement réorganisés. Ils sont en train de monter un dossier, n'est-ce pas? En me faisant passer pour incompétente. Il semblerait que oui. Y a-t-il eu des témoins de ta prétendue confusion ou de ton oubli? Non. C'est toujours juste leurs paroles, des conversations privées, des choses qu'eux seuls auraient pu observer. La manipulation devenait plus claire à chaque minute. Qu'est-ce que je dois faire? Carlos a pris un bloc-notes. D'abord, nous documentons tout, chaque incident, chaque conversation, chaque tactique de pression. Deuxièmement, nous établissons ta pleine capacité mentale avec une évaluation complète. Troisièmement, nous établissons des protections. Quel genre de protection? Nous créons une documentation solide de tes volontés à partir du moment où tu es clairement compétente. Nous établissons une fiducie révocable avec moi comme fiduciaire successeur, si nécessaire, et nous créons une vraie procuration qui protège tes intérêts, pas les leurs. Je me suis sentie plus légère que depuis des semaines. Combien de temps cela prendra-t-il? 2 semaines? Peut-être 3? Mais, Helena, tu ne peux pas les laisser savoir ce que nous faisons. S'ils soupçonnent que tu es en train de recevoir des conseils juridiques, ils pourraient accélérer les choses. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon jardin avec une tasse de thé, traitant tout ce que Carlos m'avait dit. Mes roses fleurissaient magnifiquement, des branches d'un rouge profond que j'avais planté l'année où Antonio et moi avions acheté la maison. Je les avais entretenues pendant 23 ans, tout comme j'avais nourri ma relation avec Patricia. Comment l'amour était-il devenu un levier? Quand ma fille a-t-elle commencé à me voir comme une ressource à gérer, au lieu d'une personne à valoriser? Mon téléphone a sonné. Patricia, à l'heure exacte pour son contrôle nocturne. « Salut, chérie », ai-je répondu, la voix soigneusement normale. « Maman, comment te sens-tu? D'autres confusions avec tes médicaments? » « Non, tout va bien. » J'ai regardé un colibri planer près de ma mangeoire, ses ailes battant si vite qu'elles devenaient un flou. Une créature si petite, mais si puissante dans sa capacité à rester exactement là où elle avait choisi d'être. Super. Ricardo et moi pensions que nous devrions venir ce week-end. Peut-être t'aider à organiser certains de tes documents financiers, juste pour nous assurer que tout est en ordre. C'est gentil,
mais je peux le faire. Un silence. Maman, nous pensons vraiment que ce serait utile. Ricardo a de l'expérience avec ce genre de choses grâce à son travail. Grâce à son travail. Ricardo vendait des polices d'assurance. Il n'était pas un conseiller financier, pas un avocat, rien d'autre qu'un gendre qui avait apparemment décidé que j'étais trop vieille pour m'occuper de ma propre vie. On verra, ai-je dit de manière évasive. En fait, nous avons déjà prévu de venir samedi matin. Je vais t'apporter des peu de queijo. Ils n'avaient pas demandé. Ils avaient planifié. Ils viendraient que je le veuille ou non. Et Patricia déguisait cela en gentillesse. Des peu de queijo pour adoucir le coup de toute nouvelle manipulation qu'ils avaient prévue. Patricia, ai-je dit doucement, j'ai besoin de te demander quelque chose. Tu penses que je perds la tête? Oh maman, non, nous pensons juste que tu as besoin de soutien. Tout le monde en a besoin quand il vieillit, tout le monde. Pas moi spécifiquement, juste tout le monde de mon âge. Je devenais un stéréotype pour ma propre fille, pas une personne avec des capacités et des besoins individuels. Je t'aime, chérie, ai-je dit, et je le pensais. Malgré tout, je t'aime aussi, maman. On se voit samedi. Après avoir raccroché, j'ai appelé le numéro d'urgence de Carlos. Ils viennent samedi. Je pense que ce qu'ils prévoient, c'est pour maintenant. Le samedi matin est arrivé avec ce genre de clarté fraîche et automnale qui rend tout possible. J'avais passé le vendredi soir à suivre les instructions de Carlos, rassemblant tous les documents financiers que j'avais et les rangeant dans le coffre-fort de ma chambre. Si Patricia et Ricardo voulaient voir mes papiers, ils ne verraient que ce que je voulais leur montrer. Ils sont arrivés ponctuellement à 9 heures. Patricia portant un sac de pain de quiche et Ricardo avec une mallette en cuir qui semblait trop formelle pour une visite familiale décontractée. Mes petits-enfants, Anna, 12 ans, et les jumeaux, Léo et Lucas, 9 ans, sont sortis de la voiture et ont couru pour m'embrasser. « Grand-mère, on peut cueillir des pommes de ton pommier ?» a demandé Anna, les yeux brillants d'excitation. « Bien sûr, chérie. Les pommes Fuji doivent être parfaites maintenant. » Pendant que les enfants se dispersaient dans mon jardin, Patricia et Ricardo m'ont suivi jusqu'à la cuisine. Ricardo a posé sa mallette sur ma table à manger avec la gravité d'un homme en « affaires importantes ». « Maman, nous avons rapporté ces papiers », a dit Patricia, en déballant les pains de queijo. « Nous pensons vraiment que tu devrais reconsidérer. » J'ai servi le café, mes mains fermes malgré mon cœur qui battait la chamade. J'ai dit que je voulais que mon avocat les examine d'abord. Le sourire de Ricardo était patient, condescendant. « Elena, les avocats sont chers. Et honnêtement, ce sont des formulaires standards. Je les ai examinés avec le service juridique de mon entreprise et de la sienne. Des gens qui signaient des polices d'assurance conçues pour payer le moins possible. J'ai failli rire de l'audace. Même ainsi, je préfère attendre. » Patricia et Ricardo ont échangé un regard, le genre que les couples développent pour communiquer sans mots. Ricardo a ouvert sa mallette et a étalé de nouveaux documents sur ma table. « En fait, nous avons apporté quelque chose de différent aujourd'hui, » a-t-il dit. « Des formulaires bancaires pour ajouter nos noms à tes comptes. Juste en tant que signataire de soutien. » Je me suis assise lentement, étudiant les papiers. Co-titulaire de compte conjoint, pas signataire de soutien. La différence était cruciale. Les co-titulaires pouvaient accéder à mes comptes de manière indépendante, sans ma permission ni même ma connaissance. « Pourquoi auriez-vous besoin d'accéder à mes comptes ?» ai-je demandé. « En cas d'urgence, » a dit Patricia rapidement. Et si tu es hospitalisé et que les factures doivent être payées, j'ai des services bancaires par Internet et des prélèvements automatiques pour toutes mes factures. Mais si quelque chose t'arrive, a insisté Ricardo, si tu as un accident vasculaire cérébral ou un accident et que tu ne peux pas communiquer, nous devons être en mesure de nous occuper de tes finances. Les « et si » s'accumulaient comme des nuages d'orage. Et si, chaque question conçue pour me faire sentir vulnérable, non préparée, dépendante. J'ai remarqué que ces formulaires exigent qu'un notaire authentifie la signature. Nous y avons pensé, a dit Ricardo en prenant son téléphone. Mon ami João est notaire. Il nous rejoindra à la Première Banque Nationale à 11h. Ils avaient planifié tout ce scénario sans me consulter. Le rendez-vous à la banque, le notaire, l'heure, tout orchestré pour rendre la résistance difficile. Et si je ne veux pas le faire? L'expression de Patricia s'est crispée. « Maman, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Nous essayons de t'aider. Plus difficile que ça ne devrait l'être. » Comme si ma réticence à abandonner mon indépendance financière n'était qu'une obstination gênante. « J'ai besoin d'y réfléchir, » ai-je dit. « Il n'y a rien à penser, » a dit Ricardo, sa patience s'épuisant. « C'est de la planification financière de base. Toutes les mères responsables le font. » Le mot m'a fait mal, car il remettait en question non seulement mon jugement, mais aussi mon amour pour ma famille. Une mère responsable ferait confiance à sa fille, rendra les choses plus faciles pour tout le monde, cesserait d'être si têtue. Dehors,
J'entendais mes petits-enfants rire en cueillant des pommes. Leur joie résonnait à travers les fenêtres de ma cuisine. Pour eux, c'était juste un samedi amusant chez grand-mère. Ils n'avaient aucune idée que leurs parents démantelaient systématiquement mon autonomie, pièce par pièce. D'accord, me suis-je entendu dire. Nous pouvons aller à la banque. Le soulagement sur leur visage a été immédiat et révélateur. Ils s'étaient préparés à plus de résistance, à plus d'arguments. Ma capitulation a été presque décevante par sa facilité. Super! Patricia a sauté pour m'embrasser. Tu verras, maman. Cela rendra tout beaucoup plus simple. Pendant que je prenais mon sac et ma carte d'identité, je me suis vue dans le miroir du couloir à nouveau. La femme qui me fixait avait toujours des yeux intelligents. Mais maintenant, ils contenaient quelque chose de nouveau. Pas la défaite, mais la détermination. Laissez-les penser qu'ils ont gagné. Laissez-les sous-estimer la femme qui a élevé une fille et construit une vie. Ils étaient sur le point de découvrir que la simplicité était la dernière chose qu'ils avaient obtenue. Le trajet jusqu'à la première banque nationale ressemblait à un cortège funèbre, avec moi comme invité d'honneur à mes propres funérailles financières. Je me suis assise sur la banquette arrière de la voiture de Ricardo, regardant des quartiers familiers passer pendant que Patricia jacassait nerveusement sur la météo, la circulation, n'importe quoi, sauf ce que nous faisions réellement. L'ami de Ricardo, João, nous attendait dans le hall de la banque. Un homme maigre en costume coûteux, avec le sourire prédateur de quelqu'un habitué à voir des gens signer leur sécurité. Il m'a serré la main avec une chaleur superficielle. « Madame Ferreira, Ricardo m'a tellement parlé de vous. Ce n'est qu'une formalité. Standard bancaire. Standard pour qui, me suis-je demandé, mais j'ai gardé la question pour moi. Le directeur de la banque, une femme sérieuse nommée Valeria Santos, nous a conduits dans une salle privée. Alors, a-t-elle dit, en examinant les documents que Ricardo avait préparés. Vous voulez ajouter des cotitulaires de comptes conjoints à tous les comptes de Madame Ferreira? C'est exact, a répondu Ricardo avant que je ne puisse parler. Pour les urgences. Valeria m'a regardé directement. Madame Ferreira, comprenez-vous que les cotitulaires de comptes conjoints ont un accès total pour retirer des fonds, faire des virements et fermer des comptes sans votre permission? Elle comprend. A rapidement interrompu Patricia. Nous avons tout expliqué, mais Valeria a gardé les yeux sur moi. J'ai besoin de l'entendre de Madame Ferreira. Vous sentez-vous à l'aise de donner à ces personnes un contrôle total sur vos finances? Ce fut mon moment. Je pouvais parler, leur dire que j'avais changé d'avis, mettre fin à cette mascarade, mais j'ai regardé l'expression pleine d'espoir de Patricia, le sourire confiant de Ricardo au notaire, qui regardait sa montre, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils avaient besoin que j'aie l'air confuse, réticente, potentiellement incompétente, pour justifier ce qu'ils faisaient. Si j'avais l'air trop décidée, trop consciente, cela saperait leur récit. Il vaut mieux les laisser faire et documenter leur comportement. Je suppose que c'est nécessaire, ai-je dit, en ayant l'air délibérément incertaine. Valeria a légèrement froncé les sourcils. Madame Ferreira, vous ne semblez pas complètement sûre. Peut-être que vous voulez plus de temps pour réfléchir. Non, non, a dit Ricardo rapidement. Elle est juste fatiguée. Ça a été une matinée stressante. J'ai pris un petit morceau de papier et j'ai griffonné rapidement. Aide. Ce n'est pas ma décision. Je l'ai plié et je l'ai passé à Valeria quand Ricardo était distrait par son téléphone. Valeria a lu le billet avec une expression soigneusement neutre. « Monsieur et Madame Silva », a-t-elle dit. « Cela vous dérangerait-il de sortir un instant? J'ai besoin de compléter quelques procédures de vérification avec Madame Ferreira en privé. » Les yeux de Ricardo se sont plissés. Quel genre de vérification? Protocole bancaire standard lorsque des changements significatifs de compte sont effectués. Cela ne prendra que quelques minutes. Patricia avait l'air inquiète. « Maman, tu vas être bien. Je vais être bien, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant que l'aide pouvait être en route. Dès que la porte s'est fermée, Valeria s'est penchée en avant. « Madame Ferreira, votre billet suggère que vous êtes sous contrainte. Est-ce vrai? » « Oui, ai-je dit. » Le soulagement m'envahissant. Il me presse depuis des semaines. Je ne voulais pas venir ici aujourd'hui. Valeria a hoché la tête. Je suis obligée de signaler les soupçons d'abus financiers contre les personnes âgées. Souhaitez-vous que je le fasse? Oui, mais ils ne doivent pas encore le savoir. Je travaille avec mon avocat pour me protéger. Mais j'ai besoin de plus de temps. Entendu. Voici ce que nous allons faire. Valeria a pris un ensemble de formulaires différents. Nous allons mettre en place les comptes conjoints comme demandé, mais avec des signaux de surveillance spéciaux qui nous alerteront de toute activité inhabituelle. En attendant, je fais une note dans votre dossier indiquant que cela a été fait sous contrainte. Elle a fait une pause, m'examinant de ses yeux perçants. « Madame Ferreira, vous me semblez tout à fait compétente. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils pensent que je suis vieille et stupide. Et sur leur chemin, ai-je dit, surprise par ma propre amertume. Ma fille m'aimait. Maintenant, elle me voit comme un obstacle à la vie qu'elle pense mériter. » L'expression de Valeria s'est adoucie. « Je suis désolée. C'est
malheureusement, plus courant que les gens ne l'imaginent. Elle a ouvert la porte et a rappelé Patricia et Ricardo. « Tout est en ordre », a-t-elle annoncé. « Nous n'avons besoin que de l'authentification et nous serons prêts. » João s'est avancé avec son sceau officiel. Mais Valeria a levé la main. « Juste un instant, Madame Ferreira. Je veux confirmer une dernière fois. Vous souhaitez procéder à ces modifications de compte ?» J'ai regardé l'impatience mal dissimulée de Ricardo, l'énergie nerveuse de Patricia, le notaire vérifiant sa montre coûteuse. J'ai pensé au conseil de mon avocat de tout documenter, de les laisser révéler leurs véritables intentions. « Oui », ai-je dit. « Finissons-en. » Mais pendant que João préparait son sceau, Valeria a discrètement positionné son téléphone pour enregistrer la signature. « Des preuves ?» ai-je réalisé. Elle m'aidait à recueillir des preuves de leurs contraintes. Ricardo m'a serré l'épaule assez fort pour faire mal et a souri à la caméra de Valeria. « Voilà, maman. Maintenant, nous pouvons mieux prendre soin de toi, prendre soin de moi ou prendre soin de mon argent. » Alors que nous nous préparions à partir, Valeria m'a remis sa carte de visite. « Madame Ferreira, s'il vous plaît, appelez-moi si vous avez des questions sur vos comptes, des doutes. » J'ai rangé la carte dans mon sac, sachant que je l'appellerai bientôt. Le trajet de retour à la maison a été joyeux pour Patricia et Ricardo. Ils ont parlé de la façon dont les choses seraient non plus faciles maintenant, de la façon dont je n'aurais plus à me soucier des décisions financières compliquées. Je me suis assise à l'arrière, en silence, les regardant célébrer ce qu'ils considéraient clairement comme une victoire. « Maman, tu es si silencieuse », a demandé Patricia lorsque Ricardo est entré dans mon garage. « Tu vas bien ? Je suis juste fatiguée », ai-je répondu, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Le poids émotionnel de ce qui venait de se passer était épuisant. « Eh bien, tu peux te détendre maintenant », a dit Ricardo avec satisfaction. « Nous nous occupons de tout à partir de maintenant. Nous nous occupons de tout. » La phrase m'a fait frissonner. Ils n'offraient pas d'aide. Ils annonçaient une prise de pouvoir. Alors qu'ils rassemblèrent les enfants et se préparaient à partir, Patricia m'a serré dans ses bras. « Je suis si fière que tu aies fait ça, maman. » Cela montre une vraie sagesse. Sagesse. Elle reformulait ma contrainte en sagesse, ma capitulation en maturité. La manipulation psychologique était presque artistique dans sa complétude. Après leur départ, je me suis assise dans ma cuisine avec une tasse de thé, regardant la pile de documents financiers qu'ils avaient insisté pour que je signe. Chaque page représentait un morceau de mon indépendance cédée. Chaque signature, un pas de plus pour devenir exactement ce qu'ils voulaient, une personne âgée gérable qui ne les dérangerait plus avec des opinions ou de l'autonomie. Mais ils ont commis une erreur cruciale. Ils ont supposé que j'étais aussi naïve que j'en avais l'air. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Valeria Santos. « Valeria, c'est Elena Ferreira. Je voulais vous remercier pour votre aide aujourd'hui, bien sûr. Comment vous sentez-vous à propos de tout cela? Honnêtement, comme si je venais de voir ma propre fille me voler ma vie. » Les mots sont sortis plus amers que je ne l'avais prévu. « Elena, vous avez encore des options. La surveillance de vos comptes détectera toute activité non autorisée et votre avocat peut vous aider à annuler ces modifications. Combien de temps ai-je? Légalement, tant que vous êtes compétente, vous pouvez révoquer leur accès à tout moment. Mais s'ils prévoient de vous déclarer incompétente, la pensée inachevée a plané entre nous. S'ils parvenaient à me faire déclarer mentalement incapable, tout ce que j'avais signé aujourd'hui deviendrait permanent. Je dois agir plus vite, ai-je réalisé. Soyez prudente, Elena. Ceux qui en arrivent là ne s'arrêtent généralement pas d'eux-mêmes. Après avoir raccroché, j'ai appelé Carlos Mendes. « Carlos, c'est Elena. Ils m'ont emmené à la banque. J'ai signé les papiers. »« Elena, non, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? » Parce que j'avais besoin de documenter leurs contraintes. Valeria Santos de la Première Banque Nationale a tout enregistré. Elle est en train de signaler mes comptes et de faire un rapport d'abus. Une pause. Tu es plus courageuse que je ne l'imaginais et plus intelligente. Mais Elena, tu viens de leur donner accès à ton argent. Ils pourraient te vider tes comptes ce soir. Alors je dois transférer mes biens en lieu sûr ce soir. Je vais commencer les démarches immédiatement. Peux-tu me rencontrer très tôt lundi matin? Je serai là. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon jardin pendant que le soleil se couchait derrière mes pommiers. Les enfants avaient laissé quelques pommes éparpillées sur le sol, et j'ai pensé à quel point elles semblaient parfaites, accrochées aux branches quelques heures plus tôt. Maintenant, elles étaient meurtries, jetées, oubliées. Mon téléphone a vibré avec un message de Patricia. « Merci pour aujourd'hui, maman. Tu as fait le bon choix. Je t'aime. » Savait-elle encore ce que ce mot signifiait? L'amour n'est pas une manipulation déguisée en inquiétude. L'amour n'est pas forcer quelqu'un à abandonner sa dignité pour sa propre commodité. L'amour n'est pas rire de la détresse de sa mère tout en appelant cela de l'aide. Mais je n'étais pas encore vaincue. Loin de là, je suis entrée et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Si Patricia et Ricardo voulaient jouer avec une vieille dame sans défense,
Ils étaient sur le point d'avoir une grosse surprise, parce que cette vieille dame sans défense venait de passer 47 ans à gérer des finances, à lire des contrats et à identifier les menteurs à des kilomètres à la ronde. Ils ont eu accès à mes comptes, mais ils m'ont aussi donné quelque chose d'inestimable, des preuves documentées de leurs intentions. L'enregistrement de Valeria, le rapport d'abus de personnes âgées de la banque, les protections juridiques de Carlos, tout cela se construisait vers quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Demain, le vrai jeu commencerait, et cette fois, je jouerais selon mes propres règles. Le lundi matin ne pouvait pas arriver assez vite. J'étais au bureau de Carlos à 8 heures précises, armé de la carte de visite de Valeria et d'une détermination ardente à reprendre ma vie. Mon avocat avait l'air fatigué, comme s'il avait passé le week-end à travailler sur mon cas. « Elena, j'ai été occupée », a-t-il dit, en désignant une pile de documents sur son bureau. « J'ai préparé des protections financières d'urgence, mais nous devons agir rapidement. Comment sont tes comptes ce matin? » J'ai pris mon téléphone et j'ai vérifié mon application bancaire. Encore intacte, mais il y a eu de l'activité. Ricardo a transféré 5 000 numéros vers leur compte conjoint la nuit dernière. La mâchoire de Carlos s'est contractée. C'est du vol, Elena. Pur et simple. Nous pouvons le prouver avec l'enregistrement de Valeria et le rapport d'abus de personnes âgées? Absolument. Il a étalé les nouveaux documents sur son bureau. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous créons un fonds irrévocable avec tes actifs. Deuxièmement, nous établissons une nouvelle procuration qui annule tout ce qu'ils pourraient essayer de forger. Troisièmement, nous déposons une demande d'ordonnance de restriction. Une ordonnance de restriction contre ma propre fille. Ils ont démontré qu'ils sont prêts à te contraindre financièrement. La prochaine étape est généralement l'isolement. Te séparer de tes amis, de ta famille et de toute personne qui pourrait remettre en question leurs actions. Comme un avertissement, mon téléphone a sonné. Le numéro de Patricia est apparu à l'écran. Ne réponds pas, a conseillé Carlos. Laisse aller à la messagerie vocale. Mais j'étais curieuse. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. J'ai répondu, mettant l'appel sur haut-parleur. Salut, chérie. Maman, Dieu merci. Ricardo et moi étions si inquiets quand nous n'avons pas pu te joindre hier soir. Ils ont appelé. J'ai vérifié mon historique d'appels. Pas d'appel manqué. Pas de message, un autre mensonge à ajouter à leur collection grandissante. Je me suis couché tôt, ai-je dit, de manière neutre. Eh bien, nous avons une nouvelle excitante. Nous avons trouvé la résidence assistée parfaite pour toi. Résidentiel Port-de-Sol. C'est magnifique, maman. Ils ont des activités et des soins médicaux, et je ne vais pas emménager dans une résidence assistée, Patricia. Une pause. Maman, après samedi, nous pensons que c'est peut-être le moment. Tu avais l'air si confuse à la banque, si incertaine de tes décisions. Confuse? Voilà ce mot à nouveau, utilisé comme une arme pour justifier leur contrôle. J'étais incertaine parce que je ne voulais pas être là, ai-je dit, ma voix plus dure que prévu. Tu vois, c'est exactement de ça que nous parlons. Ton jugement n'est plus le même. Mais ne t'inquiète pas. Nous avons déjà donné un acompte. Tu peux emménager le week-end prochain. Le week-end prochain? Ils avaient planifié mon internement sans mon consentement, en utilisant de l'argent qu'ils venaient de prendre sur mes propres comptes. Patricia, je ne vais déménager nulle part. Maman, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Les décisions ont déjà été prises. Les décisions ont déjà été prises. Pas par moi, bien sûr. Par eux, pour moi. Sur ma vie. Carlos prenait des notes furieuses, enregistrant chaque mot de leur présomption. « Je dois y aller », ai-je dit. « J'ai un rendez-vous. » « Avec qui ? » ?»« Maman, tu ne devrais pas faire des choses importantes. Tu ne peux plus prendre de décisions seule. » J'ai raccroché sans répondre. Carlos avait l'air sérieux. Ils accélèrent le calendrier. Une résidence assistée leur donne un contrôle total. Ils peuvent gérer tes finances, contrôler tes visiteurs et même tes soins médicaux. Combien de temps avons-nous, d'après ce que je viens d'entendre? Des jours, pas des semaines. Le mercredi, le harcèlement était incessant. Des appels téléphoniques toutes les deux heures, des visites surprises de parents inquiets à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Même une visite du pasteur de Patricia, me demandant si j'avais besoin de conseils spirituels pour accepter l'aide avec grâce. La plus insultante a été la sœur de Ricardo, Lucia, qui est arrivée mardi après-midi avec une cocotte et un discours bien répété sur la loyauté familiale. « Elena, je sais que c'est difficile », a-t-elle dit, s'installant dans mon salon comme si elle y appartenait. Mais Patricia et Ricardo font ce qui est le mieux pour tout le monde. Le résidentiel Port-de-Sol est charmant. La mère de mon amie y vit et elle est beaucoup plus heureuse maintenant qu'elle n'a à s'inquiéter de rien. N'avoir à s'inquiéter de rien. Quelle belle façon de décrire le dénuement total. Lucia, ai-je dit avec précaution. Tu penses que je suis incompétente?
Elle a eu l'air effrayée par la question directe. Bien sûr que non. Tu es juste dans une phase différente de la vie maintenant. Il est naturel d'avoir besoin de plus de soutien. Et si je dis que je ne veux pas de leur soutien, eh bien, parfois on ne veut pas ce qui est le mieux pour nous. C'est pourquoi nous avons besoin de la famille pour nous aider à faire de bons choix. La logique circulaire était impressionnante. Je ne voulais pas de leur aide parce que je n'en avais pas besoin. Mais le fait que je ne la veuille pas prouvait que j'en avais besoin, ce qui justifiait qu'ils me la forcent. Cette nuit-là, Valeria Santos m'a appelé chez moi. « Elena, il y a eu une activité significative sur vos comptes. Ils ont transféré 15 000 numéros pour couvrir quelque chose appelé dépôt de facilité et 8 000 numéros supplémentaires pour des frais de coordination de soins. 23 000 numéros partis sans ma permission pour des services que je ne voulais pas pour m'emprisonner dans une résidence assistée dans laquelle je n'avais jamais accepté d'entrer. Pouvez-vous bloquer les virements? Pas légalement. Ils sont maintenant co-titulaires de comptes conjoints, mais je peux les signaler comme des transactions suspectes, étant donné notre rapport d'abus. Valeria, il prévoit de me faire déménager ce week-end. Elena, vous devez retirer votre argent de ces comptes immédiatement ce soir, si possible. Après avoir raccroché, je suis restée à regarder mon téléphone. Carlos avait préparé les documents légaux, mais déplacer mes actifs prendrait du temps que je n'avais apparemment pas. Ma sonnette a retenti. Par le Judas, j'ai vu Ricardo debout sur mon porche avec deux hommes que je ne reconnaissais pas. L'un tenait un presse-papier, l'autre ressemblait à un garde de sécurité. Je n'ai pas répondu. Ils ont sonné à nouveau et ont commencé à frapper. « Elena !» a appelé Ricardo. « Nous savons que tu es là. Nous devons parler. » Après 10 minutes, ils sont partis. Mais j'ai compris le message. La pression familiale amicale était terminée. Maintenant venait l'intimidation. J'ai appelé Carlos immédiatement. Ils sont juste apparus avec des étrangers. C'était comme une menace. « Elena, fais tes valises. Tu vas rester dans ma maison d'amis ce soir. Demain, nous exécutons tout ce que nous avons prévu. Cela ne donnera-t-il pas l'impression que je m'enfuis? Non. Cela donnera l'impression que tu te protèges. Il y a une différence. Le jeudi matin, à 10 heures, je suis entrée dans la première banque nationale avec Carlos, Valeria Santos et une ordonnance du tribunal gelant tout accès conjoint à mes comptes, en attendant l'enquête sur l'abus financier contre les personnes âgées. Ricardo et Patricia étaient déjà là, l'air confiants et satisfaits d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils voient les documents. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a grogné Ricardo, sa façade soignée tombant enfin complètement. « C'est, » a dit Carlos calmement, « une ordonnance de restriction qui vous empêche de harceler Madame Ferreira, et c'est une ordonnance du tribunal qui gèle les comptes auxquels vous accédiez illégalement. » Le visage de Patricia est devenu blanc. « Maman, qu'as-tu fait? Je me suis protégée des voleurs, » ai-je dit, appréciant le silence choqué qui a suivi. « Des voleurs ?» La voix de Patricia a presque atteint l'hystérie. « Nous sommes ta famille, nous t'aidions. Vous avez volé 23 000 numéros sur mes comptes, sans ma permission, pour payer une maison de repos dans laquelle je n'ai jamais accepté d'entrer. » Ricardo s'est avancé agressivement, mais le policier que Carlos avait amené s'est interposé entre nous. « Monsieur, j'ai besoin que vous vous éloigniez de Madame Ferreira. C'est de la folie, » a dit Ricardo. « Elle est manifestement manipulée par quelqu'un. Regardez-la. Vous a-t-elle l'air compétente? » Le policier m'a regardé, debout, parlant clairement, entouré de professionnels du droit que j'avais engagés et avec qui j'avais coordonné. « Elle a l'air plus compétente que vous en ce moment. » Valeria a étalé de nouveaux documents sur la table de la salle de conférence. « Monsieur et Madame Silva, ces comptes sont gelés. Toute tentative d'y accéder entraînera des accusations criminelles supplémentaires. »« Des accusations ?» a murmuré Patricia. « L'abus financier contre les personnes âgées est un crime au Paraná, » a expliqué Carlos gentiment. « Des accusations pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. » Fon, la couleur a quitté le visage de Ricardo. « Attendez une minute, nous essayons juste d'aider. » Elle avait l'air confuse. « Elle avait l'air confuse parce que vous la déroutiez délibérément, » a interrompu Carlos, en réorganisant ses médicaments, en la manipulant sur sa mémoire, en la pressant de signer des documents sans un examen juridique. C'est de l'abus financier classique. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela, a dit Ricardo, mais sa voix n'avait aucune conviction. Valeria a souri. « En fait, si, j'ai enregistré toute votre conversation à la banque, y compris le billet de Madame Ferreira demandant de l'aide et votre intimidation physique lorsque vous lui avez serré l'épaule. » Le masque de confiance de Ricardo est finalement tombé complètement. « Elle est notre responsabilité. »« Non, » ai-je interrompu, ma voix chargée d'une force que j'avais oublié posséder. « Je ne suis la responsabilité de personne d'autre que moi-même. J'ai 67 ans.
pas 7. J'ai géré ma propre vie depuis avant que l'un de vous ne soit né. Patricia a commencé à pleurer. Maman, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous n'avons pas besoin d'avocats et de policiers. Nous sommes une famille. Une famille? Ai-je répété, pensive. Patricia, quand as-tu cessé de me voir comme ta mère et commencé à me voir comme ton guichet automatique? Ce n'est pas juste. Quand avez-vous décidé que j'étais trop stupide pour gérer mon propre argent, mais assez intelligente pour l'avoir gagné? Elle n'a eu aucune réponse à cela. Voici ce qui va se passer, a annoncé Carlos. Les biens de Madame Ferreira sont transférés dans un fonds de protection. Les comptes conjoints sont définitivement fermés. Le dépôt de la résidence assistée sera remboursé immédiatement et tout contact entre vous et Madame Ferreira cessera jusqu'à nouvel ordre. Vous ne pouvez pas nous éloigner de notre propre mère, a protesté Patricia. Regardez-moi faire, ai-je dit. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un silence béni. Pas d'appel de harcèlement quotidien, pas de visite surprise, personne ne me disant ce que je devrais vouloir, avoir besoin ou ressentir. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pu entendre mes propres pensées sans les commentaires constants sur mes prétendues déficiences. J'ai bien utilisé le temps. Carlos m'a aidé à établir des protections financières solides, y compris un fonds qui empêcherait quiconque de me manipuler à nouveau. Valeria et moi sommes devenus de vrais amis. Elle avait déjà vu ce genre d'abus et comprenait la douleur unique d'être trahie par ses propres enfants. Mais la vraie révélation est venue lorsque j'ai commencé à parler à d'autres personnes âgées de mon expérience. Ma voisine, Madame Souza, a raconté une histoire similaire sur son fils essayant de la convaincre de lui transférer sa maison. Mon amie du club de lecture, Dalva, a été poussée par sa fille à emménager dans une maison de retraite dont elle n'avait pas besoin. Vera, de mon église, a en fait perdu ses économies à cause d'un petit-fils qui l'a convaincue qu'elle avait de la démence. C'est une épidémie, a dit Dalva lors de notre réunion de café hebdomadaire. Il pense que lorsque nous atteignons 65 ans, nous redevenons des enfants. Le pire, a ajouté Vera, c'est la façon dont ils nous font nous sentir coupables de vouloir garder notre indépendance. Comme si l'autodétermination était égoïste à notre âge. J'ai trouvé mon peuple. Des femmes à qui on a dit qu'elles étaient trop vieilles pour prendre leurs propres décisions, mais trop jeunes pour abandonner complètement. 3 semaines après la confrontation à la banque, Patricia a appelé. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. « Maman, s'il te plaît, je sais que tu es fâchée, mais tu me manques. Les enfants me manquent. On ne peut pas parler. Je suis désolée si nous avons trop poussé, mais nous avions peur de te perdre, peur que quelque chose t'arrive. S'il te plaît. Rappelle-moi. » Le message était soigneusement élaboré, s'excusant, mais sans admettre de méfaits. Émotionnel, mais sans reconnaître les dommages réels qu'ils ont causés. Manipulation classique, mais plus subtile maintenant. Je n'ai pas rappelé. 1 semaine plus tard, Ricardo est apparu à ma porte. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai observé par le Judas alors qu'il faisait les 100 pas sur mon porche, clairement frustré par son incapacité à forcer l'entrée dans ma vie. Il a laissé un billet. « Elena, ça a été trop loin. Nous avons fait des erreurs. Mais nous sommes une famille. » Patricia a le cœur brisé. Les enfants ne comprennent pas pourquoi leur grand-mère ne les voit pas. Ne laisse pas les avocats détruire notre relation. Notre relation. Comme si j'avais été celle à la détruire en refusant d'être volée. Mais la mention de mes petits-enfants m'a touchée. Anna, Léo et Lucas n'avaient rien à voir avec l'avidité de leurs parents. Ils étaient des victimes innocentes des choix de Patricia et Ricardo. J'ai appelé Carlos. « Et si je veux voir mes petits-enfants? Les visites supervisées sont possibles, mais Elena, sois prudente. Ils utiliseront ces enfants comme levier pour revenir dans ta vie. » Il avait raison, bien sûr, mais la pensée qu'Anna, Léo et Lucas pensent que je les avais abandonnés était insupportable. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui m'a surprise. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Patricia. « Maman », sa voix était anxieuse, pleine d'espoir. « Oh, maman, je suis si heureuse que tu aies appelé. Je veux voir mes petits-enfants, » ai-je dit sans embâge. « Bien sûr, nous pouvons venir ce week-end. » « Non, je vais les rencontrer au parc samedi à 14h, au parc d'Alouse. Toi et Ricardo pouvez les déposer et les récupérer dans 2 heures. »« Maman, ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons tous. Ce sont mes conditions, Patricia. C'est à prendre ou à laisser. » Une longue pause. « D'accord. Nous serons là. » Mais je savais qu'ils essaieraient de quelque chose. Patricia et Ricardo n'étaient pas du genre à accepter les limitations avec grâce. Ils verraient le samedi comme une opportunité de m'épuiser, de redémarrer leur campagne d'inquiétude et de contrôle. Ils avaient tort. Le samedi est arrivé avec ce temps d'octobre parfait pour lequel Curitiba est célèbre. Air frais, lumière dorée filtrant à travers les arbres. Le genre de journée qui vous fait vous sentir reconnaissant d'être en vie et assez indépendant pour en profiter. Je suis arrivée tôt au parc d'Alouse, choisissant une table de pique-nique avec une bonne visibilité
et un dos contre un arbre. Carlos a insisté pour que je porte un petit enregistreur. Et Valeria m'a donné son numéro de portable personnel au cas où j'aurais besoin d'une aide immédiate. À 14 heures précises, la voiture de Ricardo s'est arrêtée. Anna, Léo et Lucas sont sortis en courant et ont couru vers moi avec la joie pure d'enfants qui ne comprennent pas les complications des adultes. Derrière eux, Patricia et Ricardo s'approchaient avec plus de prudence. Grand-mère, Anna a jeté ses bras autour de moi. « Tu m'as tellement manqué. Maman a dit que tu étais malade. Mais tu as l'air bien. » « Malade ? » « Bien sûr. C'est ainsi qu'ils ont expliqué mon absence. Je vais parfaitement bien, chérie. » ai-je dit, en la serrant fort. « Tu m'as manqué aussi. » Les garçons m'ont montré leurs nouveaux dessins de l'école, ont parlé des projets de costumes d'Halloween, ont demandé si j'allais au tournoi de football de Léo le week-end prochain, des choses normales de petits-enfants, heureusement innocentes des intentions de leurs parents. Patricia rôdait, attendant clairement que je les invite à rester. Ricardo regardait son téléphone de manière obsessionnelle, calculant probablement combien de temps il faudrait pour briser ma résistance. Après 1 heure de pure joie avec mes petits-enfants, Patricia a fait son coup. « Maman, tu leur as vraiment manqué. Nous manquons à nous tous. » Elle s'est assise en face de moi, son expression soigneusement élaborée pour transmettre la douleur et l'espoir à parts égales. « Je sais que nous avons fait des erreurs, mais ne pouvons-nous pas surmonter cela? C'est à cause d'eux? Quelles erreurs penses-tu avoir faites, Patricia? » ai-je demandé. Elle a regardé Ricardo, qui a hoché la tête avec encouragement. Nous sommes devenus trop inquiets. Peut-être que nous avons trop insisté sur la chose de la résidence assistée. La chose de la résidence assistée. J'ai failli sourire de la minimisation. Quoi d'autre? Eh bien, les comptes bancaires n'étaient qu'une précaution qui n'était peut-être pas encore nécessaire. Encore, toujours en train de planifier mon éventuelle incompétence. Sauf que la prochaine fois, avec un meilleur timing. Patricia, ai-je dit doucement, penses-tu que voler 23 000 numéros à quelqu'un est une erreur ou un crime? Son calme soigneux s'est effondré. Nous n'avons rien volé. Cet argent était pour tes soins. Des soins que je ne voulais pas dans un établissement que je n'ai pas choisi. Payés sans mon consentement. Ricardo s'est approché. Elena, ça suffit. Cette attitude de victime devient lassante. Nous sommes ta famille. Nous avons tout le droit de nous soucier de ton bien-être. Et j'ai tout le droit de déterminer ce que mon bien-être exige. Tu l'as? Sa voix a durci. Parce que de mon point de vue, tu ressembles à une vieille dame solitaire qui a été manipulée par des avocats et des directeurs de banque pour détruire sa relation avec sa propre fille. Les enfants ont levé les yeux de leur jeu, sentant la tension adulte. Le visage d'Anna était inquiet, confus. « Ricardo, ai-je dit calmement, tu viens de prouver mon point. Tu penses que mon refus d'être contrôlé est la preuve que j'ai besoin d'être contrôlé. Tu penses que mon indépendance est la preuve de mon incompétence? » Patricia a commencé à pleurer. « Maman, je t'aime. Je veux juste prendre soin de toi. » « Non, Patricia, tu veux que l'on prenne soin de moi. Il y a une différence. » Je me suis levée et j'ai pris mon sac. « Anna, Léo, Lucas, je vous aime beaucoup. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, mais je ne passerai pas de temps avec vos parents tant qu'ils n'auront pas compris que je ne suis pas leur propriété. »« Tu ne peux pas monter nos enfants contre nous, » a rétorqué Ricardo. « Je ne les monte contre personne. Je leur montre ce qu'est le respect de soi. » Alors que je marchais vers ma voiture, j'ai entendu Patricia m'appeler. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça à notre famille. » Je me suis retournée une dernière fois. « Patricia, je n'ai pas fait ça à notre famille. C'est toi qui l'as fait, au moment où tu as décidé que j'étais trop vieille pour mériter la dignité. » 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Patricia. Ce n'était pas un appel, ni une visite surprise, mais une lettre qui suggérait qu'elle pourrait enfin apprendre à respecter les limites. « Chère maman, » a-t-elle commencé, « j'ai fait de la thérapie depuis notre confrontation au parc. Le docteur Soares m'a aidé à comprendre certaines choses sur moi que je n'aime pas beaucoup. Je pense que j'ai eu tellement peur de te perdre de la même manière que nous avons perdu papa, que j'ai essayé de tout contrôler, y compris toi. Je réalise maintenant que ce que j'appelais amour était en fait de la peur, et ce que j'appelais soin était en fait du contrôle. » La lettre a continué sur 3 pages, détaillant sa reconnaissance de la manipulation, de l'abus financier, du sabotage systématique de mon autonomie. Elle n'a pas offert d'excuses, n'a pas demandé pardon, n'a pas exigé de réconciliation. Elle a juste reconnu la vérité. « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses à nouveau confiance », a conclu la lettre.
Je sais que je dois le gagner, si c'est possible, mais je veux que tu saches que j'essaie de devenir la fille que tu mérites d'avoir, pas celle qui a essayé de faire de toi la mère que je voulais que tu sois. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai mise de côté. Les mots étaient faciles. Les actions raconteraient pour la vraie histoire. Mais, pour la première fois depuis 1 an, j'ai ressenti quelque chose que je pensais avoir disparu pour toujours. De l'espoir. L'espoir que ma fille se souviendrait de m'aimer sans essayer de me contrôler. L'espoir que mes petits-enfants grandiraient en comprenant que l'âge apporte la sagesse, pas l'impuissance. Et l'espoir que d'autres femmes qui font face à ce que j'ai affronté puissent trouver le courage de dire ce que j'ai finalement appris à dire. Non, je ne suis pas votre fardeau, votre problème ou votre propriété. Je suis un être humain avec le droit de déterminer ma propre vie à tout âge. Si vous lisez ceci et que vous avez vécu quelque chose de similaire, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou, et vous n'êtes pas trop vieux pour riposter. Parfois, les personnes qui disent nous aimer le plus sont celles qui nous comprennent le moins. Mais vous savez qui vous êtes. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Les roses de mon jardin continuent de fleurir, tout comme mon autonomie. Il est ironique de voir comment un stylo et un billet pour le caissier sont devenus l'arme qui a utilisé l'avidité pour prouver ma compétence. Ils pensaient que leur amour était mon fondement, mais en fait, c'était une cage. Maintenant, je comprends que la vieillesse, pour eux, était une opportunité, pas un processus naturel de la vie. Ils voulaient me simplifier, transformant mon expérience en un compte bancaire à gérer. Heureusement, un être humain de 67 ans n'est pas aussi facile à gérer qu'un compte. Ils pensaient qu'ils me sortiraient du chemin. Mais, à la fin, ils m'ont montré le chemin vers ma propre liberté. La leçon la plus précieuse n'a pas été de savoir comment se battre, mais qui je suis vraiment quand je ne me cache pas dans l'ombre des soucis des autres. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Et, si vous avez aimé mon histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser votre like sur le bouton du pouce levé. Cela m'aide beaucoup. Partagez également avec d'autres personnes. Votre participation est très importante pour moi. Je compte sur vous, d'accord? Je vous attends pour la prochaine histoire.